Madame, monsieur, bonjour. Un magazine un peu différent aujourd'hui, puisque nous allons nous intéresser à une science très ancienne, l'aromatologie, c'est-à-dire l'étude des arômes de plantes, plus connue du grand public sous le nom d'huile essentielle. Mon invitée, Jacqueline Azémar, pharmacienne, phyto-aromathérapeute. Alors, comme je le disais il y a quelques instants, l'aromatologie, c'est une science très très ancienne, Jacqueline. Oui, l'aromatologie est une science très ancienne et en fait, on peut remonter un petit peu à l'Égypte, où les huiles essentielles étaient déjà utilisées en tant que parfum. On utilisait l'encens, on en utilisait beaucoup pour rendre d'une part hommage aux dieux, et on a trouvé certaines préparations au niveau des tombeaux. Alors, quelle est la différence entre l'aromatothérapie, qui est donc l'application de ces huiles, j'ai oublié de dire tout à l'heure que nous intéressions surtout à l'aromatothérapie aujourd'hui, et la phytothérapie? Quelle est cette différence? C'est l'aromathérapie, donc une différence entre l'aromathérapie et la phytothérapie. Aromathérapie, c'est la thérapie, c'est-à-dire donc les traitements par les arômes de plantes, c'est-à-dire les huiles essentielles. Tandis que la phytothérapie, c'est la thérapie par les plantes entières. D'autre part, toutes les plantes ne sont pas aromatiques. Et justement, nous allons assister à l'image à une cueillette de plantes aromatiques dans notre région. Je demande à la régie de nous envoyer ces images. Merci. Un chaud matin de septembre dernier, sur le causse du Lot, nous avions rendez-vous avec Philippe Maillebio. Contrairement aux apparences, il ne s'intéressait pas à la vie des insectes, mais plutôt à celle des plantes aromatiques. Après 10 ans d'expérience personnelle à l'école de la nature, cet autodidacte est devenu un aromatologue reconnu par des scientifiques de plusieurs pays. À ce jour, il connaît plus d'une centaine d'essences aromatiques. Je me suis toujours intéressé à l'odeur. Je me suis rendu compte que l'odeur avait une très grande influence sur la vie de l'homme. Et donc, de ce fait, je me suis rendu compte que c'était lié à son plan affectif. Par exemple, quand on n'aime pas quelqu'un, on dit celui-là, je ne peux pas le sentir. Et puis, je me suis dit, peut-être que par le monde des odeurs, avec les quintessences, on arriverait à modifier son état psychologique, donc de ce fait, son état physique. Et là, j'ai fait de la biochimie pour mieux comprendre comment l'huile essentielle pouvait agir dans l'organisme humain, et je me suis rendu compte qu'elle avait de très hautes propriétés thérapeutiques, ce qui était déjà expliqué. Je ne suis quand même pas le premier à ce niveau-là, mais par contre, ce que j'ai pu un petit peu démontrer, c'est les liens qu'il y avait entre homme et nature, et surtout essence et homme, c'est-à-dire le monde de l'odeur, la quintessence. Vous faites quoi là en ce moment? Eh bien, en fait, je fais du repérage. Je fais du repérage parce que je vais envoyer certains cueilleurs donc ramasser la baie de genièvre, et donc je vérifie d'abord l'état des lieux, savoir si la baie justement est propice à être ramassée. J'ai repéré quelques arbres qui étaient abîmés, donc je veux savoir si ça vient de la pollution, du gel. Et puis, par exemple, cette année, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de baies vertes que de baies mûres. Il faut savoir que le genévrier est un arbre qui ne mûrit que tous les 2 ans. Et peut-être à cause des conditions très difficiles que nous avons eues ces derniers hivers, il y a moins de baies mûres. Alors il faut le savoir parce que si je ne m'occupe pas des sites, en fait, au fil des années, on ne peut plus compter sur un endroit. Et c'est de la véritable écologie, c'est justement de préserver un endroit, d'aller le voir, lui rendre visite un petit peu avant d'aller lui demander quelque chose, vous voyez. Et là donc je repère, je prends des photos, je prends quelques prélèvements, et ça me permet de savoir si on peut travailler avec. Après le repérage, la cueillette. Un travail à la fois pénible et délicat pour respecter la nature. Ici, sur le causse du Lot, pour récolter le genièvre, il faut sélectionner en ne prélevant que les baies mûres. Alors on égrène. On a un geste très très précis qui justement ne casse pas les branches. Il faut respecter ces branches, il faut donc les égrener, faire tomber. Et après, on travaille sur un tamis et on tamise de façon à faire tomber toutes les saletés, toutes les poussières, tous les petits bras. Et après, il y aura un second trou qui consistera à enlever éventuellement les punaises, les coccinelles, les escargots. De la distillation de ces baies ou d'autres plantes naîtra l'huile essentielle. Une véritable alchimie durant laquelle Philippe Maillebio et son équipe sont particulièrement vigilants, car c'est seulement en respectant certaines règles que l'on obtiendra un produit de haute valeur. Alors Jacqueline Azémar, est-ce que la France est riche en plantes aromatiques? La France est très riche en plantes aromatiques, surtout dans le Midi. Oui, nous avons vu sur le causse du Lot, la Provence aussi. La Provence, la vallée du Luberon, mais dont nous travaillons beaucoup avec des plantes sauvages, mais également avec des plantes cultivées, en biologique, non traitées. Et d'ailleurs, au niveau du domaine, nous avons des champs de Mentha piperita, c'est-à-dire la menthe poivrée. Nous les verrons dans quelques minutes, mais il faudrait peut-être préciser quelle est la différence entre une plante et une plante aromatique. Qu'est-ce qui fait la différence? Oui, la différence entre une plante et une plante aromatique, c'est très simple. C'est au niveau de l'odeur.
Par exemple, quand on a une feuille de laurier en main et puis quand on la froisse, automatiquement, il y a une odeur très importante qui sort. C'est parce qu'on a fait éclater des micro-poches dans lesquelles sont les essences. Et donc, dès qu'on va faire la distillation, c'est-à-dire l'entraînement par la vapeur d'eau, cette essence qui est située dans les micro-poches donc, va être entraînée par la vapeur d'eau. Eh bien, je vous propose de retrouver donc le domaine de Nova-Givot et la distillation de ces plantes aromatiques. À Valesville, près de Toulouse, le domaine de Novia-Givot, qui signifie nouvelle vie en bulgare. Des champs expérimentaux de menthe poivrée et l'équipe de cueilleurs. Au programme ce jour-là, la distillation de cette menthe poivrée cueillie quelques minutes auparavant. Alors ceci est la cuve à eau, c'est là qu'on va faire chauffer l'eau. Chauffer au feu de bois, comme vous pouvez le voir. Alors une fois que l'eau est bien chaude, on fait passer donc cette vapeur dans le vase à fleurs. Cette vapeur va pénétrer la matière végétale. La pénétrant, elle va capter son essence. Elle va entraîner grâce à la vapeur et à la chaleur cette essence qui, comme le feu continue à pousser, va passer par ce second col de cygne et atterrir ici dans le serpentin, donc plongé dans le réfrigérant. Et à ce moment-là, il y a densification progressive de la vapeur en eau. Et ici, nous allons recueillir donc de l'eau, de l'hydrolat. Et puisque l'eau va se densifier, automatiquement se recondenser, l'huile essentielle va également se recondenser. Étant de densités différentes, l'huile essentielle va flotter par-dessus l'eau. L'eau est l'hydrolat aromatique que nous utilisons également en thérapeutique et l'huile essentielle que nous séparons par décantation. On commence à voir apparaître les premières particules d'essence, l'huile que l'on voit flotter par-dessus. Comme dans le potage. Exactement. Vous voyez, les premières particules qui sortent sont le monoterpénol, qui est donc le menthol, ainsi qu'une cétone qui est la menthone, parce que c'est ce qui se trouve principalement dans les feuilles. Après va venir l'essence de la tige, qui lui est l'acétate de menthyle, qui est un ester, qui est antispasmodique. Et c'est l'ensemble qui confère justement à l'essence de menthe ses propriétés à la fois toniques, à la fois mucolipolytiques et à la fois antispasmodiques. Il y a un très bon équilibre entre ces trois types de molécules. Si on distille trop rapidement, on ne sort pas l'essence de tige, et à ce moment-là, nous aurons une essence qui sera trop forte, même trop dangereuse, parce qu'il n'y aura pas les molécules antispasmodiques qui pourront contrôler l'effet très tonique des alcools et des cétones. Cette essence devra être décantée, filtrée, et laissée au repos pendant quelques mois avant d'être utilisée. On a mis à peu près 80 kg de plantes dans cette cuve. Là, je prévois que nous puissions obtenir à peu près 300 grammes d'huile essentielle. Donc effectivement, cela paraît très peu, et pourtant c'est malgré tout une plante qui rend beaucoup d'essence. Cela explique le coût parfois très élevé des huiles essentielles. Est-ce que vous êtes toujours obligé de laisser reposer les huiles essentielles très longtemps avant de les commercialiser? Vous savez, c'est comme un enfant qui vient de naître. Il est tout fripé, il n'est pas très beau et c'est au fur et à mesure que sa beauté s'élabore. Une huile essentielle, quand on vient de la distiller, elles ne sont pas très bonnes. Et tout dépend des huiles essentielles. Par exemple, la lavande est utilisée au bout de 3 mois. Le laurier, il faut attendre 1 an. Donc chacune est un cas particulier. Alors ces cas particuliers sont traités dans un laboratoire où vous travaillez scientifiquement et nous nous sommes rendus dans ce laboratoire. Comme dans les pharmacies traditionnelles, le laboratoire du domaine étiquette ses produits en latin. Une méthode qui permet de différencier l'infinie variété des espèces botaniques dont va dépendre l'essence.
Oui, ils ont un nom latin et puis également un numéro de lot pour les référencer. Pourquoi? Parce que c'est la seule appellation qui évite toutes les confusions. Vous savez, on parle souvent de l'essence de lavande ou l'essence d'eucalyptus. Je vous fais sentir justement une essence de lavande. Eh bien, la lavande est un genre, n'est pas une plante. Parce qu'il y a la lavande vraie, la lavande stockade, la lavande aspic, la lavande hybride, il y en a des tas. Savez-vous par exemple combien il y a d'eucalyptus? Bon, il y en a à peu près 600 à 800. Alors lorsqu'on parle d'essence d'eucalyptus, c'est un petit peu léger comme appellation et cela prête à confusion. Nous travaillons avec 6 eucalyptus, radiata, camaldulensis, globulus, etc. Et c'est pourquoi nous donnons cette précision en latin de façon à bien connaître l'espèce botanique dont va dépendre l'essence. Parce que deux lavandes différentes vont donner deux essences différentes, ont donc deux propriétés différentes. Il faut également préciser l'organe sécréteur, parce que cela varie, ainsi que la spécificité biochimique et donc la formulation chimique de chaque essence. Après l'engouement de ces dernières années pour la chimiothérapie, de nombreux médecins se tournent vers la naturothérapie et vers la phytothérapie. Mais l'utilisation de ces huiles essentielles peut être dangereuse, d'où l'intérêt de sessions d'enseignement mises en place par l'aromatologue. Les médecines dites douces ne sont pas toujours douces, elles peuvent même devenir très dangereuses. L'huile essentielle est un produit dangereux. Avec de l'essence d'Isopus et officinalis, l'essence d'Isope, on peut attraper de très grosses convulsions et même une crise de tétanie avec 10 gouttes d'essence, par exemple. Alors il est vrai que beaucoup nombre de naturopathes ou de médecins ou de thérapeutes jouent un petit peu aux apprentis sorciers lorsqu'ils travaillent avec les plantes et les essences. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils aient une formation. Actuellement, ce laboratoire travaille sur 120 plantes aromatiques. Mais cette science, fort utilisée dans l'Antiquité, si elle reste efficace dans bien des cas, n'est pas aujourd'hui encore la panacée. L'aromathérapie n'est pas une panacée comme aucune thérapie d'ailleurs. Maintenant, elle peut soigner beaucoup de choses et surtout au niveau psychosomatique. Maintenant, par exemple, les affections osseuses, eh bien, c'est relativement difficile de traiter en aromathérapie. Les affections organiques, oui, les allergies, les problèmes respiratoires, circulatoires, c'est très très puissant. Les problèmes nerveux également. Maintenant, aucune thérapie ne peut tout faire. Maintenant, ceci dit, elle est tout de même extrêmement efficace dans bien des cas. Alors, comment reconnaître une bonne huile essentielle ? Comment reconnaître une bonne huile essentielle? Il y a 3 critères qui sont très très importants. Philippe Maillebio nous en parlait au sein du laboratoire et qui sont très importants donc pour définir la qualité. D'abord l'espèce botanique, deuxièmement l'organe sécréteur et troisièmement la spécificité biochimique. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons mis au point un enseignement très très sérieux et qui est actuellement diffusé au Canada, en Suisse et à la Sorbonne. Et bientôt à la Sorbonne, oui. Voilà, à la Sorbonne, nous allons donner des cours prochainement et bien sûr au sein du domaine. Et vous donnez des cours à des médecins? Nous donnons des cours à des médecins, des kinésithérapeutes, toute personne du corps médical. Et également ouvert à toute personne qui s'intéresse à l'aromathérapie. Alors, comment les différentes façons d'utiliser les huiles essentielles pour se soigner? Les huiles essentielles sont utilisées par 3 voies essentielles, c'est-à-dire la voie cutanée, la voie pulmonaire et la voie buccale. Mais surtout, ce qui est très très important, c'est ce que Philippe Maillebio a mis au point de vue enseignement, c'est-à-dire qu'il a mis au point un enseignement basé sur la caractérologie des plantes, où on s'adresse plutôt à l'individu. C'est-à-dire que l'on traite à la fois la maladie, on traite le malade, et on traite l'individu. Vous voyez que ça... Oui, 33 secondes pour terminer. J'aimerais bien inhaler cette huile essentielle. Je pense que c'est de la lavande. Comment faites-vous? Montrez-nous. Voilà, 20 secondes. Il faut sentir une essence en fait beaucoup plus loin qu'au niveau du nez pour permettre à l'essence d'exhaler tout son parfum et toute sa dimension. Jacqueline Azéma, je vous remercie. Et dans quelques minutes, les informations de la mi-journée avec Georges Fabre.